Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec la politique américaine. Une politique américaine à nouveau complètement folle, tellement le président est omniprésent, hyperactif et imprévisible. Et ce n'est pas pour rien qu'on a appelé cette émission Planète Trump, tellement chaque mot, chaque geste du président américain a des conséquences jusqu'à chez nous. On est ensemble pour une petite heure pour revenir sur toutes ces actualités qui ont marqué la semaine aux États-Unis et pour tenter aussi de les décrypter, de les analyser. Mais avant d'y arriver, j'ai sélectionné 3 infos qui m'ont marqué cette semaine. La première, c'est celle-ci, vous allez le voir, vous le reconnaissez, c'est le super vilain double face de la saga Batman, Tommy Lee Jones dans Batman Forever. Et hop, vous allez voir, on commence justement par lui, parce que ça résume assez bien la situation de Donald Trump aujourd'hui. Regardez cette une du Jerusalem Post, le visage du président américain reconstitué avec les photos des otages israéliens qui vont donc être libérés. Et à ce titre, il le ramène à la maison. Et puis regardez aussi ces grands panneaux en Israël pour remercier Donald Trump, qui est quasi considéré comme un dieu vivant là-bas, je vous le dis. Et puis côté palestinien, l'heure était à la fête aussi, après l'officialisation de cet accord. Et puis regardez aussi ce prix Nobel décerné en fin de matinée et qui échappe finalement au président américain. On verra quel impact ça aura justement sur ses futures actions. Et vous vous souvenez que je vous parlais de double face tout à l'heure. Eh bien voilà, c'est tout Trump résumé en une image. D'un côté, Donald Trump, le faiseur de paix, celui qui négocie et qui est salué aujourd'hui, et à juste titre, un faiseur de paix, certes pas la force, mais faiseur de paix quand même. Puis de l'autre côté, l'autre face, celle d'un leader autoritaire, que certains présentent même comme un dictateur en puissance, quand notre regard se porte sur ce qui se passe à l'intérieur des frontières américaines. Rappelez-vous quand même que ce président, il est à l'origine de l'attaque du Capitole, il n'a toujours pas accepté non plus sa défaite de 2020, il a été condamné au pénal, ce qui est encore jamais arrivé pour un président américain, et il mène actuellement aussi une chasse aux opposants en espérant pouvoir les emprisonner. Il choque aussi le monde avec les actions de ses services d'immigration, les fameux agents ICE, et il défie aussi les tribunaux et autres instances judiciaires aux États-Unis. Il a coupé une grosse partie de l'enveloppe destinée aux pays en difficulté partout dans le monde, ou encore cette remise en question du réchauffement climatique. Bref, Donald Trump, prix Nobel, on va dire que ça aurait été difficile à justifier à l'avenir. Et pour finir, une image qui m'a fait sourire. Regardez, cette photo prise hier au moment parfait. Voilà, mettons-la en grand. 2 petites cornes qui sortent de la tête de Donald Trump. Le hasard fait parfois très bien les choses. Alors évidemment, on va aller plus loin ce soir. Planète Trump, c'est votre émission de décryptage de la politique américaine. C'est chaque vendredi à 22h sur LN24 et ça commence tout de suite. Depuis l'année dernière, nous vivons toutes et tous sur la planète Trump, tellement chaque mot prononcé par le président américain, chaque action du leader de la première puissance mondiale a un impact sur le monde entier et notamment sur vous qui nous regardez. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h pour revenir sur toutes ces actualités liées aux actions du président Trump. Et pour analyser tout ça ce soir, j'ai la chance d'avoir 3 experts à mes côtés. Tout d'abord, bonsoir Stéphane Rosenblatt. Bonsoir Jim, bonsoir à tous. Notre consultant pour les matières internationales et spécialiste des États-Unis. À vos côtés, bonsoir Nicolas Beigert. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous accueillir, Nicolas. Politologue, professeur de communication politique à l'IEX, à l'ULB et à Sciences Po Paris. Et puis, un petit nouveau dans l'équipe. Bonsoir Mokhtar Gawad. Bonsoir. Merci d'être présent. Vous êtes notamment l'ancien rédacteur en chef de France 24 et de TV5 Monde, grand observateur de la vie politique américaine, avec notamment votre blog Vue sur l'Amérique, l'histoire et l'actualité américaine, décryptée pour le public francophone. Merci donc à tous les 3 d'être présents ce soir. Et on commence par prendre la direction des États-Unis, place à notre vue des States. Et nous rejoignons notre correspondante depuis New York. Good evening, Sarah Anderson. Donald Trump s'affiche en président de la paix. La première phrase de son plan pour Gaza a été acceptée par Israël et le Hamas. Une victoire pour Donald Trump. Oui, cet accord est une victoire, sa victoire, selon Donald Trump. Bénis soient les faiseurs de paix, a-t-il écrit sur son réseau social, Truth Social. Et puis, une scène que vous reverrez sûrement mercredi. Donald Trump se trouvait en pleine réunion dans la Blue Room, la salle bleue, devant les caméras, lorsque Marco Rubio est entré dans la pièce. Le secrétaire d'État a transmis au président une feuille de papier sur laquelle il avait griffonné ce message très proche, résumait la note au sujet des négociations en Égypte. Nous avons besoin que vous approuviez bientôt un post sur Truth Social pour que vous puissiez annoncer l'accord en premier. C'est donc chose faite. La semaine dernière, le président américain avait présenté donc un plan en 20 points pour mettre fin au conflit entre Israël et le Hamas. Et cette semaine, la première phase de cet accord a été acceptée par les 2 parties. Elle prévoit donc un cessez-le-feu et la libération d'otages israéliens détenus à Gaza.
Les efforts de Donald Trump se sont joués en grande partie en coulisses. Il a exercé une forte pression sur le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Trump a aussi mis la pression sur le Hamas, lui donnant jusqu'au 5 octobre pour accepter l'accord ou, je cite, faire face à un enfer total. Il assure aussi qu'aucun Palestinien ne sera contraint de quitter Gaza. Prochaine étape, selon lui, le désarmement et le retrait des troupes. Donald Trump prévoit de se rendre en Égypte ce dimanche pour assister à la signature de cet accord. Autre actualité, Sarah, depuis plusieurs semaines, Donald Trump mobilise des troupes dans plusieurs grandes villes des États-Unis, Washington, Los Angeles et plus récemment Chicago. Mais cette fois, Sarah, la justice a mis un coup d'arrêt au déploiement. Effectivement, une juge fédérale a suspendu jeudi, et ce pour 2 semaines, le déploiement de la garde nationale dans Chicago et dans sa région. Cette décision a été prise moins de 24 heures après l'arrivée de centaines de militaires sur place, puisqu'effectivement, en tout, 200 soldats du Texas et 300 gardes nationaux de l'Illinois ont déjà mis en place des opérations dans la zone. Mais la juge, Madame Perry, a dit qu'en gros, il n'estimait qu'aucune preuve crédible de rébellion dans l'Illinois n'existait. Elle rejette ainsi donc les allégations du gouvernement qui avait justifié ainsi ce déploiement. Selon la juge, cela risque d'aggraver les tensions et ne ferait que jeter de l'huile sur le feu que le gouvernement a lui-même allumé. Le gouvernement démocrate, lui, a salué cette suspension qu'il qualifie de victoire pour l'état de droit. Il a rappelé que, je cite, Donald Trump n'est pas un roi et que son administration n'est pas au-dessus des lois. L'administration Trump n'a pas encore réagi. Elle avait souhaité déployer les militaires pour protéger ces bâtiments face à des violences ciblées, je cite, notamment après des manifestations devant les locaux de l'ICE, la police de l'immigration. Et puis, une dernière actualité avec vous, Sarah, on vous en parlait la semaine dernière. Les États-Unis sont à l'arrêt, en plein shutdown, et faute d'accord au Congrès sur le budget, le pays se dirige vers une nouvelle semaine de paralysie budgétaire. Effectivement, le Sénat a rejeté jeudi pour la 7e fois un texte qui aurait permis de mettre fin à ce shutdown qui est en cours depuis donc le 1er octobre. En fait, les deux camps restent bloqués. D'un côté, les républicains proposent une simple prolongation du budget actuel et les démocrates, eux, veulent le maintien de subventions pour des programmes d'assurance santé. Résultat, plus de 700 000 fonctionnaires sont au chômage technique et aucun des 2,3 millions d'agents fédéraux, y compris plus d'1 million de militaires, n'est payé pendant ce temps. Alors, dans une volonté de mettre la pression, Donald Trump a réitéré ses menaces envers le camp démocrate. Jeudi, dans un conseil des ministres, il s'est lancé dans un long monologue au cours duquel il a menacé de supprimer certains programmes chez les démocrates. Il voulait ce blocage, je cite, alors on va leur rendre l'appareil, a-t-il déclaré devant la presse. Alors pour l'instant, seulement 3 élus démocrates ont soutenu le texte proposé par la majorité. Il en faudrait au moins 8 pour qu'il passe. Mais en attendant, le bras de fer continue. Merci beaucoup Sarah Anderson pour Planète Trump et on se retrouve évidemment la semaine prochaine, Sarah. Et on va justement rebondir sur l'actualité qui a agité cette fin de semaine. Ce gros coup diplomatique de Donald Trump qui parvient à faire signer donc un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Pour la communauté internationale, c'est une avancée majeure. Donald Trump, lui, s'est autoproclamé faiseur de paix en chef. Retour en image sur ce que certains qualifient de moment d'histoire. C'est avec Clara Grégoire. Le moment est digne d'une scène de théâtre. Mercredi, le secrétaire d'État américain interrompt une réunion à la Maison-Blanche. Devant les caméras, il remet une note au président et lui chuchote une information longtemps attendue. Un accord sur Gaza est imminent. Yeah, I was just given a note by the Secretary of State saying that we're very close to a deal in the Middle East and they're going to need me pretty quickly, so I will take a couple of more questions. Poussé par son obsession pour le prix Nobel de la paix, Donald Trump a finalement marqué l'histoire. En coulisses, le président a intensifié la pression sur le Hamas, mais aussi sur Netanyahou, jusqu'à obtenir un accord sur la première phase du plan de paix pour Gaza. Une étape qui comprend un cessez-le-feu et le retrait des troupes israéliennes jusqu'à une zone convenue. Mais aussi la libération des otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens. We have President Trump to thank for. We know that this deal is not because of the Israel Prime Minister, it's despite of the Israel Prime Ministers and it's because of Trump. Une avancée majeure saluée par la communauté internationale. Un peu partout dans le monde, les dirigeants ont évoqué une réussite diplomatique.
avant de féliciter le président américain. Would not have happened without President Trump's leadership on this. And I want to be really clear about that, and I say that from the informed position of the UK having played a part behind the scenes in this with the US and with the mediators. Ce matin, le gouvernement israélien a annoncé avoir approuvé le cadre pour la libération des otages. Selon Donald Trump, il devrait rentrer lundi ou mardi. Le président américain, lui, a prévu de partir pour le Moyen-Orient ce dimanche. Stéphane Rosenblatt, Donald Trump s'affiche donc aujourd'hui en président de la paix. Alors on critique régulièrement dans cette émission évidemment le président américain, mais là il faut le dire, énorme coup diplomatique du président Trump. Oui, qui est salué, y compris par ses adversaires. En l'occurrence ici, il a obtenu quelque chose qui semblait inatteignable il y a encore quelques semaines. L'arrêt donc des bombardements, l'arrêt de la tragédie absolue que vit Gaza, et puis le fait d'obtenir ce qu'Israël demandait maintenant depuis la fin du cessez-le-feu qui datait du mois de janvier dernier, c'est-à-dire la libération de tous les otages restants, et qui est sans doute l'élément émotionnel le plus fort et qui bloquait complètement Israël depuis le 7 octobre il y a 2 ans. Donc ça, je dirais que c'est quelque chose qui est une victoire indéniable sur le plan diplomatique, qui d'ailleurs, face à un Donald Trump qu'on a toujours accusé de nouveau de gérer les choses seul, de manière instinctive, et finalement... Là, il a rassemblé. Il a finalement rassemblé une coalition autour de lui. Donc c'est l'illustration, d'une part, de ce qu'il appelle la paix par la force, c'est-à-dire d'avoir tordu le bras, lui, aux Israéliens, pour obtenir de Netanyahou ce qui semblait quand même difficilement atteignable il n'y a pas très longtemps, lorsqu'on parlait d'annexion carrément de Gaza, d'expulsion des habitants de Gaza et d'installation même de colonies israéliennes à Gaza. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement oublié. L'acceptation d'un cessez-le-feu, l'acceptation du fait que le Hamas n'est pas totalement éradiqué, on parle de désarmement et on verra que c'est très difficile, et puis paix par la force, également du point de vue d'une coalition de pays musulmans et de pays arabes qui est parvenue à faire une pression suffisante pour le Hamas pour obtenir de lui ce qui semblait là aussi inatteignable. Donc première phase, elle aura sans doute lieu dans les jours qui viennent, ça va être une victoire d'autant plus grande et d'autant plus symbolique que Donald Trump va se rendre en Égypte et surtout en Israël, où il espère accueillir avec toute la symbolique. Ce sera le cas. Lui connaît les otages, ou en tout cas ceux qui sont dans une santé suffisante pour qu'ils puissent les accueillir. Et puis derrière, on verra. Parce que comme il l'a dit lui-même lors de ses interventions, une fois que les otages rentrés, c'est l'immense point d'interrogation, même si là, il y a aussi des doutes, mais c'est effectivement la mise en œuvre du reste de son plan, ce qui fait la différence. Parce que si on a accepté, si les pays, entre autres arabes, ont accepté de soutenir cette initiative, c'est parce qu'il y a un plan à long terme avec plusieurs phases. Et là, on est effectivement dans l'incertitude. Mais là, tout le monde se réjouit aujourd'hui déjà de ce qui semble devoir se réaliser, c'est-à-dire la première phase. Moment d'espoir, et on l'a rappelé dans l'émission d'hier, Stéphane, dans le Mondorien, c'est-à-dire que la première phase est plus facile à mettre en œuvre, mais c'est ce qui explique peut-être aussi le fait que cette procédure elle soit lancée aujourd'hui. Justement, Mokhtar Gawad, en termes de communication, malgré tous les éléments négatifs qu'on va aborder ce soir, notamment ce qui se passe à l'intérieur des frontières américaines aujourd'hui, Donald Trump a peut-être écrit un moment d'histoire hier. Vous êtes d'accord avec ça, vous ? Certainement, mais j'ai 2 observations à faire à propos justement de ce qui vient de se passer. Un, c'est que Donald Trump qui disait « je vais faire la paix », il utilisait toujours ce jeu qui lui est très cher, a vu s'imposer à lui une espèce de multilatéralisme. N'oubliez pas ce qui s'est passé aussi à l'Assemblée générale des Nations Unies, avec ce mouvement initié par la France, avec beaucoup de pays qui ont reconnu justement un État palestinien. Ça, c'est de un. Donc, avec l'appui aussi des pays arabes, il est en train de faire quelque chose d'historique. Ça, c'est une première observation. La deuxième observation que je suis en train de consolider en ce moment, ce sont les sondages au sein de la société américaine. Pour la première fois... Qui ont basculé. Pour la première fois, nous voyons un déclin du soutien d'Israël au sein de la population américaine. Pour la première fois, plus d'Américains sont enclins à soutenir le peuple palestinien que le peuple israélien. C'est historique aussi. Et ces chiffres, les derniers chiffres publiés par le New York Times et le Washington Post sont criants. Et j'invite tous nos téléspectateurs à regarder de près justement ce glissement. Et ça, c'est un élément extrêmement important qui joue aujourd'hui justement dans cette dynamique et cette recherche
de faire pression sur Israël, parce que les clés de la paix sont entre les mains des Américains, mais ceux qui vont justement le faire, c'est Israël. Ce sont évidemment les Israéliens. Et puis il y a eu d'autres chiffres absolument interpellants dans cette enquête du New York Times, dans ce sondage, et notamment aussi pas mal d'Américains qui étaient pour l'arrêt des hostilités, qu'importe le sort des otages et qu'importe le sort du Hamas. Vous avez raison de le souligner, c'est un gros basculement dans la politique américaine. Juste Nicolas Beggart, tout à l'heure Stéphane utilisait ce terme, la paix par la force. Comment vous analysez cette séquence, vous, du point de vue de la communication politique, Nicolas ? Alors il y a une mise en spectacle très claire, on en parlait à l'instant, avec cette annonce d'une joyeuse entrée, d'un défilé triomphal au Moyen-Orient. Donc ça se prépare avec la volonté bien sûr de capitaliser visuellement également sur l'événement, d'aller en Égypte, éventuellement de se montrer aux côtés des otages. Il y a déjà eu des images, des captations d'images, d'appels téléphoniques entre Donald Trump et des parents, ou des proches d'otages notamment. Donc c'est à la fois la force, très clairement, il y a une dimension... Je suis tout à fait d'accord avec ce qui en est dit, donc la dimension géostratégique aujourd'hui qui s'impose également à lui. Donc je pense qu'il a en quelque sorte appris aussi d'un certain nombre peut-être de ballons d'essai qu'il a pu lancer. Justement, je vous coupe parce que, rappelez-vous, quand on évoquait le mandat de Joe Biden, on se disait on a un retour de la grande Amérique, de ce gendarme du monde, du multilatéralisme, avec un personnage comme Donald Trump qui était totalement allergique à ça, Nicolas Beger. C'est une sorte de basculement là aussi, selon vous ? Oui, après... Moi, je souligne quand même encore où j'insiste sur la prudence et sur un certain nombre de limites. Alors, il y a des différents acteurs internationaux, et pas des moindres, notamment l'Iran, qui met en garde contre une confiance excessive dans ce plan Trump. Et donc, il y a quand même un risque du coup de com' prématuré. Surtout qu'il y a un énorme espoir aujourd'hui. Si le deal ne tient pas, le président qui a déjà vendu une victoire... qu'il l'a annoncé. Alors les images qu'on a vues tout à l'heure avec Rubio qui chuchote à l'oreille de Trump, moi ça m'a fait penser aux images du 11 septembre. George Bush dans la classe, George Bush. Alors évidemment ici c'est plutôt une bonne nouvelle, positif, mais donc il y aurait alors à ce moment-là un fossé entre les attentes qui ont été mises en place médiatiquement et la réalité politique. Et dernier point, ce qui toujours interpellant, c'est qu'aujourd'hui, Donald Trump est médiatiquement autosuffisant. Il ne l'est pas d'un point de vue géopolitique, mais médiatiquement, tout se fait sur son propre réseau social, sur Truth Social. Il choisit son canal de communication. Alors l'avantage, c'est le contrôle total du calendrier. Il a le contrôle sur la mise en récit finalement de cette solution cet horizon en tout cas positif qui s'annonce, et ça lui permet effectivement de gagner en crédibilité internationale. Donc en fait, il est totalement maître aujourd'hui de cette communication autour de l'événement, et il va probablement faire tous ces prochains jours également pour avoir cette maîtrise du réel. On parlait de présidence performative. Ici, il se présente comme faiseur de paix. On peut peut-être parler du prix Nobel. On va en parler. L'idée, c'est de dire peu importe les résultats et les prix, moi j'agis, et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un contraste important avec ce qu'on a pu connaître auparavant avec Joe Biden. Ouais, ça on ne peut pas lui enlever malgré tout. Stéphane, un mot quand même sur ce qu'a dit aussi Mokhtar Gawa tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui il agit en médiateur impartial d'une certaine manière, le président Trump, ou au contraire justement il cherche à utiliser cet accord comme levier diplomatique, comme levier politique pour justement renforcer son image internationale qui a été, on le sait, écornée de nombreuses fois depuis la reprise de son mandat. Effectivement, le narratif, il construit un Moyen-Orient qui n'existe pas, parce qu'en fait, cette perspective de paix, tout le monde reste prudent là-dessus. Les obstacles devant la réalisation de cette perspective, on connaît en fait ces obstacles depuis des dizaines et des dizaines d'années, et rien n'indique qu'il parviendra à les régler. Mais en fait, il parvient effectivement à décrire une espèce de narratif, quelque chose de merveilleux. Qui plaît. Non mais c'est vrai, le terme d'espoir, il a beaucoup été utilisé. De régler il a ramené de lui-même qui est vu de 3000 ans. Je ne sais pas, il va chercher les 3. Mais, il a dit 5000, 3 ou 5000, il s'applique très bien. Approximatif. Mais il y a toujours les deux facteurs. Il y a le facteur économique, parce que ça, effectivement, c'est d'ailleurs, on l'a déjà dit, un des déclencheurs de l'initiative de Trump, c'est « touche pas à mes intérêts ». Et là, c'était les intérêts au Qatar, ensuite au fameux raid contre le Hamas par les Israéliens au Qatar, où là, effectivement, il y a une volonté absolue de préserver les intérêts économiques et la conscience de l'importance des alliés arabes dans la région et des États du Golfe qu'Israël semblait mettre en danger à ce moment-là, d'où à nouveau tordre le bras. Et je pense qu'il croit réellement à la paix par l'économie, y compris à Gaza, même s'il a abandonné l'idée de la Riviera qui semblait, avec des Palestiniens qui dégagent pour laisser effectivement
mettant des hôtels casinos à la place. Là, on est revenu là-dessus, mais quand même, en mettant Jared Kushner, son beau-fils, sur l'affaire, c'est qu'il voit quand même un projet économique. Et idéologiquement, là, on le voit bien dans le discours, les Palestiniens n'existent pas. Ils ne parlent pas de la réalisation des aspirations palestiniennes. Otages israéliens, le nom palestinien n'existe pas. Et comme il le dit lui-même, une fois que les otages israéliens, et il parle du bonheur des Israéliens et du retour à la paix des Israéliens, c'est là son identité idéologique. Elle n'est absolument pas du côté palestinien. Et donc, de ce point de vue-là, le point 21 et 22 qui doit amener à un moment donné une aspiration nationale pour les Palestiniens. Bon, là, honnêtement, on est au même point que là où on en était sur les initiatives de paix précédentes qui ont largement échoué. Et mais les accords d'Abraham, qui sont une initiative réussie par les Américains... De Trump, même et de Donald Trump et de Jared Kushner, ne tenaient absolument pas compte. C'est d'ailleurs la grande critique qui lui était faite. De la question palestinienne. De la question palestinienne. Oui, vous voulez réagir justement à Mokhtar Gawad? Oui, je veux dire que s'il y a un grand gain de ce qui vient de se passer aujourd'hui, c'est que Trump a initié. Il est celui qui a donné le coup de pouce final pour qu'il y ait une dynamique qui va être certainement à venir. C'est pour ça que je parlais d'espoir. Il n'y avait rien avant ça. Exactement. Et donc, au-delà de l'action unique, l'action, j'allais dire, unilatérale des États-Unis d'Amérique, il y a une espèce de dynamique qui s'enclenche. Tout le monde est fatigué de voir ces Palestiniens, ces familles israéliennes sans leurs proches revenir. Le monde entier a observé des atrocités absolument insupportables. Et aujourd'hui, au-delà de l'action des États-Unis d'Amérique, le monde, le reste du monde, je le disais tout à l'heure, avec l'initiative de la France et d'autres pays, vous avez vu aussi la conférence qui s'est tenue hier, sur le jour d'après, à Paris, avec beaucoup de promesses également pour la reconstruction, et puis les pays arabes qui vont y mettre énormément de moyens. Donc, et pardon, je vous coupe, mais des moqueries du côté américain et israélien de dire justement, alors là, de nouveau, les Européens s'attaquent à un problème qui paraît tellement loin, là où moi, Donald Trump, je veux régler ce qui se passe aujourd'hui. Ce sont des critiques qu'on a pu entendre. Le secrétaire d'État Marco Rubio a annulé à la dernière minute sa venue à Paris, mais son ambassadeur, ses représentants ont suivi de très près. On disait tout à l'heure que les Américains initiaient, faisant semblant de ne pas tenir compte des activités diplomatiques des autres. Mais ce qui vient de se passer et l'initiative de Donald Trump est empreinte de ce qui se passe ailleurs, des reconnaissances de l'État palestinien par d'autres pays, de la pression de l'opinion publique internationale et américaine. Donc, je dis que Trump initie, mais il n'est pas sourd, justement, aux appels et à ce qui se passe dans le monde. Oui, d'ailleurs, beaucoup de points de son plan venaient aussi, alors je ne sais pas s'ils venaient directement de la proposition française, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a vu des similitudes dans les deux plans. Un mot quand même sur le prix Nobel, Nicolas Beyert. Qu'est-ce qu'on se serait dit là ce soir si on devait annoncer à ceux qui nous suivent qu'un personnage comme Donald Trump aurait remporté justement le prix Nobel de la paix? Vous l'auriez annoncé facilement, vous, ou il aurait fallu prendre des pincettes pour un petit peu expliquer ce qui se passe? L'opinion publique mondiale est totalement divisée sur ce plan. Alors si j'ai bien compris, ce matin, la Russie avait même annoncé son soutien à la candidature de Trump pour le Nobel. Donc on l'a vu, il se positionne comme faiseur de paix. Il avait même choisi un slogan il y a quelques heures, c'était c'est plus que Gaza, c'est la paix dans le Moyen-Orient. Donc en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, initier effectivement un mouvement, une dynamique, et rien que pour cela, en tout cas les acteurs internationaux qui le soutiennent estiment qu'il était légitime. Maintenant, en parlant de légitimité, il y a une crise de légitimité, mais c'est du côté du prix Nobel. Donc moi je pense, et je ne vais pas prédire ou prophétiser quoi que ce soit, mais que encore une fois, l'interprétation de la non-victoire de Trump, elle va se faire dans le camp MAGA en disant de toute manière, vous avez donné le prix à Obama qui n'avait rien fait, qui a envoyé 30 000 soldats américains en Afghanistan. Il n'y a pas que les MAGA qui disent ça par rapport à Obama. C'est dire, c'est un des prix Nobel les plus contestés aussi, peut-être pas de l'histoire, mais en tout cas récemment. Oui, même le comité Nobel en 2015 avait dit on a fait une grosse erreur. Et pourquoi? Parce que le Nobel s'est transformé à ce moment-là en outil de communication politique. C'est-à-dire on va donner une sorte de label à Barack Obama parce que finalement il incarne un espoir très important après 8 mois de présidence. Et donc là je pense que c'est un prix qui est devenu
en quelque sorte performatif, qui récompense plutôt l'image et les discours. Et Trump va dire, peu importe, moi j'agis. Donc finalement, il va, comme il l'a fait avec l'ONU, comme il l'a fait avec toutes les organisations multilatérales, il va dire, mais tout ça ne vaut rien. C'est les actes, c'est effectivement ce que je suis en train de faire qui va me récompenser dans l'histoire. Donc il y a moyen de twister ça, il y a moyen de le recadrer de manière tout à fait positive. Pas d'accord avec ça, justement, Mokhtar Gawad? Moi, je suis même, j'allais dire, soulagé qu'il ne l'ait pas eu aujourd'hui. D'accord. Je préfère qu'on lui dise continue à faire ce que tu fais. Et peut-être que l'année prochaine, tu l'auras, c'est ça? L'année prochaine, tu l'auras. Ouais. C'est-à-dire que, non, mais comme il est quelqu'un d'extrêmement regardant de ce qu'il fait et de ce qu'il est, je pense qu'il ne va pas lâcher prise pour qu'il ait. Et je trouverais totalement justifié l'année prochaine. S'il y arrive. Évidemment, que cette dynamique que nous sommes en train de décrire aujourd'hui aboutisse sur une vraie paix, au minimum, j'allais dire, entre Palestiniens et Israéliens. Oui, parce qu'on parlait de moment d'histoire tout à l'heure, de faiseurs de paix par la force. J'aime beaucoup d'ailleurs cette formulation. J'aimerais juste qu'on s'arrête sur ce prix Nobel encore une petite minute, Stéphane, parce qu'il y a une réaction déjà de la Maison-Blanche qui parle maintenant d'un jury Nobel politisé. Il y avait même, et ça c'est assez dingue, la Norvège qui s'inquiétait avant la remise du prix Nobel de se dire si Trump l'a pas, est-ce qu'on ne va pas nous aussi ramasser peut-être des tarifs douaniers ou des sanctions? Juste Stéphane, un mot quand même, parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire, comme l'a dit ici justement Mokhtar Gawad, il va être encore plus motivé pour l'année prochaine, ou est-ce qu'il va se dire, en fait, moi j'ai tout donné, on ne me récompense pas, je vais me lasser, comme ça arrive souvent à Donald Trump, et passer au dossier suivant? Bon, maintenant, on sait que la réussite de l'initiative Trump, c'est le fait de maintenir une pression sur les acteurs du terrain, sur la longueur. Parce que sinon, effectivement, ce plan de paix s'arrêtera à la fin de la première phase si les Américains ne continuent pas la pression sur Israël, qui indique déjà qu'ils sont prêts à retourner au combat s'il le faut, si le Hamas n'est pas désarmé. Et c'est une autre paire de manches quand il s'agira de désarmer le Hamas et de, à nouveau, créer une institution de gouvernance. Et on en revient à cet accord un petit peu vague, mais voilà, qui finalement laisse des espaces aussi à l'interprétation. Mais ceci dit, ça vaut la peine d'écouter le discours du patron du comité Nobel ce matin, parce que en filigrane, c'était un discours anti-Trump, parce qu'il a indiqué à quel point, effectivement, la démocratie, le respect de la démocratie, le respect de l'indépendance de la justice, le respect de la liberté d'expression, surtout de la part de pouvoirs démocratiques, qu'il n'ait pas des tendances autoritaires, etc., était central dans l'obtention du prix Nobel et justifiait justement le fait de donner ce prix Nobel au leader de l'opposition vénézuélienne. Donc, à la place de Donald Trump, c'était quand même une attaque assez directe sur dire, ok, c'est très bien, la paix en tant que telle, mais ça va de pair avec un comportement global. Est-ce que c'est anormal? Ne remplit pas. Pardon, mais vous allez voir, parce que le reste de l'émission sera beaucoup plus critique envers le président américain, Nicolas Beillard. Est-ce que c'est pas anormal aussi de voir la situation dans son ensemble? Est-ce qu'on récompense un homme, j'allais dire, pour une action, même si elle est gigantesque et historique, quand on voit aussi, parce que tout à l'heure dans l'introduction, j'ai pas cité aussi la sortie des accords du climat, il y a toute une série quand même d'éléments qui vont totalement à l'opposé d'un prix Nobel de la paix. Oui, mais encore une fois, les critères du prix Nobel de la paix, ils sont chargés politiquement, idéologiquement, et ça, il va l'utiliser, je pense. Effectivement, on peut l'utiliser comme une carotte et dire dans un an tu l'auras parce que il y a encore des efforts et encore finalement des actes à poser. C'est long, un an pour Donald Trump. Oui, c'est très long, je pense. Mais en attendant, moi, j'imagine qu'une entreprise de décrédibilisation du Nobel va avoir lieu et aussi une tentative d'humilier la détentrice du prix. J'imagine Donald Trump expliquait que cette personne n'a absolument rien fait, c'est une opposante politique et qu'elle a été utilisée effectivement pour incarner une sorte d'opposition, un anti-trumpisme un peu bas de gamme. Et ça, je pense qu'il va en quelque sorte capitaliser là-dessus. Mais la tournée annoncée au Moyen-Orient et toutes les images qui vont passer, qui vont tourner en boucle ces prochains jours, va peut-être aussi, étant donné son haut degré de narcissisme, lui faire oublier cette défaite. Ouais, Mokhtar Gawad, le mot de la fin pour vous. Non, je disais que... Vous n'étiez pas totalement d'accord avec ce que disait Nicolas Beillard. Pardon, Nicolas, c'est que la prix Nobel, donc la vénézuélienne, est une opposante historique à Maduro, et elle a le soutien des Américains. Soutenue par, vous vous souvenez justement de l'ancien président autoproclamé qui avait été reconnu par les États-Unis d'Amérique. Donc quelque part, c'est un prix qui ne lui est pas très loin. C'est ça, hein, une petite consolation pour Trump, parce que c'est quand même quelqu'un que son administration
son administration soutient. Ouais, peut-être qu'il ne tapera pas autant dessus. On le verra évidemment dans les prochains jours, les prochaines semaines. À suivre dans cette émission, notre Story US. Je vous parlais de double face en tout début d'émission, tellement le Trump à l'international et le Trump à l'intérieur des frontières américaines sont sensiblement différents. On va parler notamment, messieurs, de ces menaces de poursuite envers ses opposants. L'idée aussi de déployer la garde nationale aussi, sans oublier toutes ces images qui ont marqué la semaine aux États-Unis. Planète Trump revient dans quelques instants. Restez bien avec nous sur LN24. De retour dans Planète Trump, l'émission de référence d'analyse de la politique américaine. Et je voudrais encore vous remercier de votre fidélité. Vous êtes chaque vendredi de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre. On a parlé de la première face de Donald Trump, la face positive, faiseur de paix. Allons faire un tour de l'autre côté. Et pour aborder cette facette-là de la présidence Trump, nous revenons à l'intérieur des frontières américaines. Les tensions, elles continuent entre Donald Trump et les villes démocrates. Après Portland, le président américain veut à nouveau déployer la garde nationale, cette fois-ci à Chicago. En cause, selon lui, des violences qui font des ravages, mais pour les dirigeants locaux, pas question de se laisser faire. Pour eux, le républicain cherche avant tout à mettre la main sur leur ville et à banaliser la présence des militaires dans les rues. C'est le sujet de notre Story US avec Clara Grégoire. Dans la Story US cette semaine, l'obsession de Trump pour la garde nationale. Après Los Angeles et Washington, le président américain veut déployer des militaires dans de nouvelles villes américaines. En ligne de mire notamment Chicago, dans l'État de l'Illinois, un endroit que le président décrit comme une zone de guerre. There's a huge problem in Chicago. It's called crime. Car selon Trump, les villes américaines, surtout démocrates, sont ravagées par la violence. Et peu importe si les chiffres le contredisent. Aux États-Unis, ce sont deux visions qui s'affrontent, comme sur cette vidéo qui montre des agents fédéraux tirer sur un pasteur qui manifestait. La semaine dernière, le président a signé un décret pour envoyer des centaines de gardes nationaux à Chicago. L'objectif, selon lui, protéger les biens fédéraux et les agents pendant leur opération. Le républicain fait notamment référence à des manifestations qui ont eu lieu devant les bâtiments de la police de l'immigration. There's no reason for the National Guard to be here. There are excuses that the president's making for why he sent the guard here. Et Donald Trump ne s'arrête pas là. Mercredi, il a même appelé à mettre en prison le maire de Chicago et le gouverneur de l'Illinois. Selon lui, il n'aurait pas assez bien protégé les agents de la police de l'immigration. He's demented, literally, unhinged. Mais revirement de situation, hier, une juge fédérale a finalement interrompu le déploiement de la garde nationale à Chicago. Pour elle, il n'y a aucune preuve crédible qu'il existe un danger de rébellion. Une victoire selon le gouverneur de l'Illinois, qui rappelle que Trump n'est pas un roi. On l'a entendu, deux visions de l'Amérique qui s'affrontent. Ça nous rappelle bizarrement aussi le premier mandat de Trump, mais aussi les grandes promesses de Joe Biden, qui voulait unir ces deux Amériques. Nicolas Beigert, ennemi de l'intérieur, guerre civile, violence, ville à feu et à sang. Ce sont des mots qui touchent les Américains, avec aussi parfois cette peur qui est utilisée comme outil politique. Oui, c'est une rhétorique martiale. Alors, on l'a dit, il y a une opposition, un clivage entre finalement l'Amérique profonde et les progressistes dans les villes, mais c'est surtout une déclaration ou des déclarations qui s'inscrivent ou qui jouent vraiment la carte du symbolique. On connaît ce discours guerrier maintenant depuis plusieurs mois de Donald Trump sur ce qu'il appelle les villes bleues, tenues par les démocrates, et c'est vrai qu'il a comparé l'Amérique envahie de l'intérieur par finalement comme si elle avait été envahie par un ennemi étranger. Et des ennemis qui ne portent pas d'uniforme. Donc il y a cette idée que finalement l'ennemi est partout. Il l'avait dit d'ailleurs avec Pete Hegseth il y a 2 semaines maintenant dans cette rassemblement d'état-major un peu bizarre. Voilà, cette chasse aux sorcières. Presque, voilà, donc c'est un vocabulaire qui est belliqueux. On a des métaphores d'invasion, d'occupation qui dépassent la rhétorique d'ordre public et qui va chercher, je pense, à fusionner la crainte d'un chaos urbain ou l'image qu'on projette à l'extérieur de ces villes d'un chaos urbain, Portland et d'autres villes notamment, avec une sorte de logorée militariste d'un empire assiégé qui déclare la guerre
aux ennemis, donc à la gauche radicale, dans des villes, bien sûr, qui sont opposées à Donald Trump. Et donc, cette surenchère, elle a différentes fonctions. Elle va renforcer l'image d'un président martial, viril, intransigeant contre la criminalité perçue. Et elle va mobiliser également sa base en dépeignant les adversaires comme des traîtres à la loi et à l'ordre. Et donc, on est dans un théâtre politique. On est presque dans une fiction. Donald Trump, c'est Judge Dredd. Il fait la loi, en quelque sorte, et il appelle publiquement à l'arrestation, effectivement, des opposants élus, y compris des maires. Et donc, je pense que ça choque l'establishment, mais on reste dans le narratif MAGA qui a été déployé depuis la campagne présidentielle. Ouais, Judge Dredd qui avait autant l'opportunité de tuer les criminels avant jugement que de les arrêter. On ne sait pas très bien ce qui devenait. Un mot comme avec vous, Mokhtar Gawad, parce que vous avez vécu aux États-Unis. Moi, je me mets à la place de ceux qui nous regardent, ils se disent, mais peut-être qu'il a raison, le président Trump, peut-être que ces villes, elles sont à feu et à sang, et que ces vilains démocrates sont en train justement d'opérer des pillages ou autre chose. Il appelle à mettre en prison un maire, il appelle à mettre en prison un gouverneur. Est-ce que c'est normal dans l'Amérique que vous connaissez, vous, Mokhtar Gawad ? Pour ne rien vous cacher, plus rien ne m'étonne de Donald Trump. Personne aujourd'hui ne serait étonné si demain il disait d'autres insanités. Et effectivement, nous étions dans la première partie de cette émission en train de louer le savoir-faire. Je parlais double face, c'est exactement ça. Vous avez tout à fait bien posé l'image. Et effectivement... les Américains eux-mêmes se disent mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi ? En tout cas, une partie des États-Unis, parce que le pays est extrêmement divisé. Donc non, à part Trump, il n'y a jamais eu, sinon dans la période macartiste, une chasse comme ça à l'opposition et surtout vis-à-vis d'une idéologie bien qui est de gauche, démocrate. Donc là, il y a effectivement aussi beaucoup de lesbrouf dans ce qu'il fait. La justice tient, mais malgré qu'il y ait des décisions judiciaires pour arrêter l'envoi de troupes, lui, il dit « allez-y ». Mettez-vous dans les banlieues proches de Chicago, par exemple. N'oublions pas que des centaines de gardes sont à l'entrée stationnée, alors que d'autres juges ont dit non, vous ne pouvez pas. Mais non, plus rien n'étonne. Et puis il va continuer, parce que vous avez vu aujourd'hui qu'il a incité, il a obligé sa justice à poursuivre des opposants. On va y venir, justement, voilà. Évidemment. On fait référence après James Comey à Laetitia James. Laetitia James, la procureure de New York. On va y venir, vous allez voir. Mais un mot quand même, Stéphane, parce qu'à nouveau, je me mets à la place de ceux qui nous regardent. Ils disent peut-être que vraiment, à Portland, c'est ravagé par la guerre, Portland est en train de brûler. Je suis tombé sur un post sur les réseaux sociaux qui nous dit justement, avec en grand, Donald Trump dit que c'est une ville à feu et à sang. Et regardez à quoi ressemble justement Portland, c'était avant-hier soir. Alors ces images, elles n'ont aucun intérêt, Stéphane, pour notre analyse ce soir. Mais ce que je voulais dire par là, c'est où est-ce qu'on met la vérité entre une ville qui est à feu et à sang et puis des gens qui y vivent et qui disent attendez, regardez, nous on vit tout à fait normalement et on ne ressent pas cette pression-là, Stéphane. Il n'y a aucune vérité nécessaire en fait, puisqu'en fait c'était déjà le cas à Los Angeles. La première intervention de la garde nationale fédéralisée, la garde nationale californienne, c'était à Los Angeles, où il y a eu des incidents contre l'ICE, la fameuse police anti-immigration, dans certains quartiers de Los Angeles. Et lui a décrit tout de suite Los Angeles comme une ville qui était en perdition, à feu et à sang, qui était même peut-être sans doute pas en état d'organiser les futurs Jeux Olympiques, et qui dit que s'il n'était pas intervenu, mais cette ville serait détruite. Donc on en est là. Portland, c'est la même chose. Je pense que c'est une ville tout à fait calme, à part des incidents qui ont lieu dans un coin particulier où se trouve là encore la police d'immigration, et où il y a des incidents généralement la soirée, mais qui ne correspondent absolument pas à l'image qu'est en train de décrire, mais peu importe, qu'est en train de décrire Donald Trump. Et donc il y a trois facteurs en fait qu'il essaye en fait de conjurer. Il y a la lutte contre la criminalité pure et dure. Et là, sans doute, une partie de l'opinion américaine, très Chicago par exemple, c'est un problème récurrent qui est... Oui, mais c'est un peu comme en Europe. Alors, les statistiques peuvent indiquer une certaine baisse statistique de la criminalité, mais c'est un vécu très fort. Lui, il rajoute à ça, évidemment, la lutte contre l'immigration clandestine que lui veut voir battue par la militarisation des forces de l'ordre. Parce que c'est une obsession chez lui qui date de son premier mandat. C'est militariser les forces de l'ordre. Et dans la fameuse loi, la fameuse Big Beautiful Bill, la loi budgétaire qui a été passée, en fait, il a investi des centaines de millions de dollars dans la militarisation de ce fameux ICE.
et qui, on ne le sait pas en Europe, mais va devenir une espèce de garde prétorienne, quelque part sa police privée. Quand vous l'imaginez vraiment comme ça, sa propre armée dans le futur, en fait, en tout ces cas, qui agents répond ICE. aux ordres du président, aux ordres de l'administration. Elle ne dépend pas du ministère de la Défense et elle dépend directement de l'exécutif, et qui sera dotée de moyens militaires. Et lors de son premier mandat, ça avait déjà été le cas pour certaines polices dans certaines villes qui a hérité d'une partie d'anciens stocks de l'US Army, et c'est une de ses obsessions à lui. Et puis il y a le troisième aspect qu'il essaie de raccrocher aux deux, qui est évidemment la lutte contre Antifa, les antifascistes, qui serait donc là par contre une lutte purement politique qui vise à renverser le gouvernement américain, qui serait totalement insurrectionnel et qui plus est financé par des groupes de gauche qu'il a décidé évidemment de combattre. Et donc lui, il a conjugué tout ça pour en faire une espèce de grande lutte globale, mais qui ne correspond à aucune réalité sur le terrain. Oui, vous voyez les images, justement, j'espère qu'on pourra les laisser, les voilà, ce sont justement, pour un peu expliquer à ceux qui nous suivent, plutôt ceux qui ne nous suivent pas chaque semaine, ce sont donc des officiers ICE qui vont parfois même sur les lieux de travail, des gens récupérer parfois une mère qui attend son enfant, etc., pour vous dire que ces officiers-là ont une très mauvaise réputation. Et cette partie-là est très controversée. Vu d'Europe. Mais justement, je voulais vous poser la question, vous qui avez vécu, Mokhtar Gawad, c'est nouveau cette réputation ultra négative autour de ce service-là, où le service d'immigration ICE aux États-Unis a toujours été sensiblement mal vu, disons-le comme ça. Il répond aux ordres de l'administration. Donc il a changé aujourd'hui. Il a changé parce que n'oublions pas que sous l'administration Biden, on ne voyait pas ces images. Au contraire, ils avaient même eu ordre de faire profil bas parce que l'administration Biden n'était pas aussi... On voit l'état de tension. Exactement, exactement. Et là, nous avons une espèce de résistance de la part de la population, d'une certaine population, notamment dans les États démocrates, dans les villes démocrates, les villes bleues, comme disait Nicolas tout à l'heure. Donc là, nous assistons à une opposition frontale entre ICE, donc, qui dépend de l'administration et du Homeland, le département intérieur, sécurité intérieure, et les populations des villes démocrates qui sont ciblées effectivement par ICE. Mais là, c'est du jamais vu, et évidemment, plus ICE emploie des méthodes extrêmement dures, plus la résistance dans les villes démocrates s'amplifie. C'est peut-être ce qu'il veut aussi, le président Trump, avec aussi sa base, qui va observer aussi cette résistance démocrate se mettre en route. On va y venir à ces antifas qui sont considérés comme terroristes aujourd'hui par l'administration Trump. Un mot quand même, Stéphane, parce que vous suivez encore plus que moi la politique américaine, sur le manque de répondants de cette population-là, qu'elle soit démocrate ou autre, voire même de personnalités politiques démocrates. Est-ce qu'on les entend beaucoup dans ces dossiers-là qui souvent choquent l'opinion publique américaine ? Relativement peu, à vrai dire, parce que quand on voit la symbolique qui est utilisée, je prends l'exemple par exemple de la garde nationale du Texas, qui a envoyé 400 hommes, le gouverneur Abbott envoie des hommes, donc du Texas, qui est un État ultra-républicain, je dirais, qui l'envoie dans l'Illinois. Et là, c'est vraiment une intervention idéologique pour faire plaisir au président. Et quand on voit les réactions, oui, il y a des manifestations, celles qu'on voit d'ailleurs à Portland ou à Memphis ou ailleurs, dans les villes où intervient la garde nationale. Mais ce sont des manifestations qui sont contenues. Quand on parlait avant sa réélection de risque de guerre civile, de confrontation directe, ce qu'on voit, c'est que le président, il passe à l'acte, il fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Oui, la garde nationale est là, la militarisation est là, l'armée, l'US Army est présente dans les villes, arrête des gens, ce qui est contraire à la Constitution américaine, et la réaction... On voit les images de Chicago notamment là. Et la réaction, elle est tout à fait contenue, parce que les démocrates sont à nouveau toujours coincés eux-mêmes dans toujours cette ambiguïté. Comment répondre ? De répondre par la légalité et par les outils démocratiques, c'est-à-dire la justice, ou utiliser d'autres moyens de confrontation, de peur à ce moment-là que ça se retourne contre eux, parce que le cynisme des républicains à ce niveau-là, il est sans limite, et évidemment, au moindre faux pas des démocrates, eh bien, ils sont évidemment mis directement, comme on le voit bien avec le shutdown, comme responsables évidemment du mal. On va en parler du shutdown. Ouais, et ça me fait penser à notre émission qu'on a fait il y a quelques semaines sur Gavin Newsom, qui avait justement, c'est vous qui nous l'avez expliqué, Nicolas Beguerd, repris les codes aussi de communication trumpiste pour tenter justement d'y faire face. On verra ce que l'avenir nous réserve pour savoir si cette stratégie s'est avérée payante ou non. Avant de se quitter, quelles sont ces images qui ont marqué la semaine aux États-Unis ? On voit ça dans notre What's Up America et ça sera dans quelques instants. À tout de suite.
Dernière partie de Planète Trump et pour terminer en beauté, place à notre What's Up America. Le What's Up America, toutes ces images qui ont marqué la semaine aux États-Unis. Et dans la continuité de notre story US, la première image que j'ai envie de vous montrer, c'est cet homme, vous allez le voir. Il s'appelle Mark Bray, il est historien et auteur notamment de l'antifascisme, son passé, son présent et son avenir. Et il a voulu quitter le pays à cause d'une vague de menaces de mort. Et puis aussi cette série de décrets exécutifs signés par Donald Trump désignant officiellement l'antifascisme comme un mouvement terroriste. Et il a finalement réussi à fuir vers l'Espagne, mais ça montre aussi l'atmosphère qui pèse aujourd'hui aux États-Unis. Et d'ailleurs, avant-hier, table ronde, vous le voyez, à la Maison-Blanche pour parler du problème des antifas. Et écoutez ce que dit Kristi Noem. Kristi Noem, c'est la secrétaire à la sécurité intérieure des États-Unis. Antifa is just as sophisticated as MS-13, as TDA, as ISIS, as Hezbollah, as Hamas, as all of them. They are just as dangerous. Oui, vous avez bien entendu, les antifas équivalents au Hamas, au Hezbollah et à l'organisation État islamique. Donald Trump continue de pointer du doigt ce mouvement comme des ennemis de l'intérieur. Regardez cette vidéo postée par la Maison-Blanche, c'était ce matin. Antifa beats journalists. Antifa attacks our police stations. They attack our courthouses. They dox our law enforcement officers. No more. They are an organized, systemic, international criminal enterprise. All I gotta say, it's a bad day to be Antifa. We won't take it anymore. President Trump is not going to stand for it. And I'm so grateful that we have a leader in the White House that understands how we need to fight these sophisticated networks and how we need to take these terrorists out. Stéphane, beaucoup de gens que moi je croise en rue parfois me disent, voilà, par rapport aux États-Unis, on a peur que ça glisse vers un certain fascisme. Là, on parle justement des antifas. Comment vous l'entendez, vous, cette crainte-là, partagée par pas mal de gens? On en a pour 3 heures si on doit c'est vrai. On n'a plus tellement de temps d'ailleurs. Le pouvoir américain est un pouvoir fasciste, fascisant. Est-ce qu'il y a des comportements fascisants? Bon, mais ça parle aux Américains, ce danger antifa. Maintenant, en ce qui concerne Antifa, ce qui est quand même étonnant, c'est qu'à nouveau, le mouvement Antifa, qui a été extrêmement puissant durant les fameuses manifestations Black Lives Matter, durant le premier mandat de Donald Trump, ne sont pas un mouvement structuré en tant que tel. C'est un ensemble de mouvements qui vont des anarchistes aux antifascistes ou aux antiracistes. Et en fait, la question pour le pouvoir de Donald Trump n'est pas tellement Antifa en tant que tel. Derrière Antifa, et là, il y a un vrai risque. Et le risque, c'est plus qu'un risque, parce que ça va arriver. C'est follow the money de nouveau. C'est-à-dire, ils insistent beaucoup sur le financement. C'est ce que dit Cash Patel dans la vidéo qu'on a coupée là tout à l'heure. Que ces mouvements sont des mouvements structurés, organisés. Donc, ils en exagèrent l'importance et ils en exagèrent le risque. Parce qu'il n'y a évidemment rien qui lie les antifas ou Hamas ou Hezbollah ou à ISIS ou à l'État islamique. Enfin, ça, c'est vraiment à nouveau créer ce réflexe de peur dans la population pour essayer de démonter évidemment les traîtres américains qu'il y a derrière. Et là, évidemment, on en arrive à des groupes financiers plutôt libéraux, ou plutôt de tendance démocrate, la fameuse famille Soros entre autres. Et là, c'est qu'une question de temps. Voilà, des enquêtes sont ouvertes. Et comme c'est le cas, on en parlera, j'imagine, avec d'autres opposants, eh bien, on va en arriver à un moment donné avec sans doute des inculpations pour trahison, ou on verra ce qui sera utilisé comme terme. Et là, évidemment, chaque fois que des faits comme cela arrivent, c'est la démocratie américaine qui recule chaque fois un peu plus, puisque c'est le président, l'exécutif lui-même, comme on le voit dans la poursuite des personnalités qui sont aujourd'hui inculpées, qui a donné l'ordre à son ministre de la Justice, pourtant censé être indépendant, c'est en tout cas la pratique américaine, c'est fini, ça, de poursuivre directement via des procureurs qui, lorsqu'ils ne sont pas d'accord, sont poussés à démissionner ou sont virés, et sont remplacés par des avocats personnels de Donald Trump qui, eux, trouvent finalement généralement des motifs d'ailleurs futiles pour inculper des personnalités de premier plan, comme c'est le cas avec Letitia James, la procureure. On va y de venir, l'État de New York. justement, parce que toujours dans ce chapitre de guerre politique interne, justement par rapport au shutdown, cette grande paralysie budgétaire, puisque les démocrates veulent jouer à ce jeu-là, eh bien Donald Trump veut leur rendre la monnaie de leur pièce. Regardez ce qu'a dit le président américain. We'll be making cuts that will be permanent, and we're only going to cut Democrat programs.
Et certains évoquent une chasse aux sorcières démocrates. Et on vous parlait la semaine dernière justement de James Comey, poursuivi par Donald Trump, puisque l'ancien directeur du FBI était l'une de ses bêtes noires. Et bien, deuxième fois en une semaine qu'un profil hostile au président américain est poursuivi. Cette fois-ci, c'est Laetitia James. Laetitia James, c'est une procureure démocrate qui avait fait justement condamner le locataire de la Maison-Blanche dans une affaire de fraude. Mais ce n'est pas tout. Regardez la vidéo qu'il a postée sur son compte Instagram et qui rejoint finalement d'une certaine manière les différents sujets précédents. Democrats, the party of open borders, transgender for everybody, lawlessness in our streets, are shutting down the government in an effort to appease the radical left. These Democrats are coordinating their strategy with outside leftist groups and are demanding nearly $1.5 trillion in spending for an agenda that includes healthcare for illegal aliens and much more. Ouais, commençons peut-être, elle est incroyable cette vidéo, postée, donc imaginez, par Donald Trump lui-même, on parle quand même du président de la première puissance mondiale. Il nous reste très peu de temps, Nicolas Bégard, sur ce shutdown et cette nouvelle menace vis-à-vis des démocrates. Il est en train de gagner la bataille, du narratif aujourd'hui. Oui, c'est ça. En fait, il va transformer une négociation législative en guerre totale contre l'opposition. Donc en fait, encore une fois, dans ses messages sur son propre réseau social, Truth Social, il présente finalement ce blocage budgétaire comme une opportunité. Et ça, c'est quand même intéressant de se dire finalement, c'est l'opportunité inespérée pour éliminer les agences démocrates. Et juste, pardon, mais agences démocrates, on parle de quoi? De Medicaid, de trucs liés justement à la santé, par exemple? On parle beaucoup du domaine de la santé pour le moment, et en fait, c'est un retournement narratif qui est totalement inhabituel, puisque finalement, au lieu de présenter le shutdown comme un échec, il le vend comme un outil de gouvernance stratégique, de dire finalement, alors il y aura des dommages collatéraux, et les dommages collatéraux, c'est les républicains, puisqu'il y a aussi, je dirais, des coupes qui touchent des circonscriptions républicaines, avec notamment des frontliners, donc des personnes qui finalement sont dans une situation un peu compliquée, situation électorale difficile. Et donc Trump, en quelque sorte, va sacrifier ses propres alliés pour maintenir ses rhétoriques antidémocrates. Et donc la communication, ici, encore une fois, elle prime sur la stratégie électorale rationnelle. Ouais, un mot peut-être là-dessus, Mokhtar Gawad. Oui, nous voyons qu'il est en permanence en train d'alimenter, justement, et de mobiliser ses troupes. Ce sont des messages qui sont adressés d'abord à son propre camp. Et qu'il leur montre qu'il est toujours là pour eux, contre les démocrates. Mais, puisqu'on parlait des démocrates, le shutdown, moi je le rapproche à la première vraie action des démocrates pour contrer l'administration Trump. Il faut voir si au niveau du narratif, parce qu'à nouveau, on a vu, les démocrates veulent que vous payiez tous l'assurance maladie des immigrés. L'assistance, absolument. Ils veulent absolument pour l'assurance maladie. Pour certains Américains, ça rentre dans leur tête, ça. Absolument. Et donc, c'est la première fois que les démocrates tiennent, parce que le gouverneur, par exemple, de l'Illinois, il leur dit « Soyez plus tough, plus dur avec lui, avec Trump. Il faut que vous lui répondiez. » Et pour la première fois, nous avons effectivement au sein du Sénat une résistance, un refus justement pour voter le budget voulu par Trump. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui, encore une fois, est destiné à son électorat pour le maintenir mobilisé contre les démocrates qui en prennent plein, des procureurs aux sénateurs. Il dit même qu'il va poursuivre des sénateurs américains, comme le sénateur, par exemple, Blumenthal du Connecticut. Donc, il est en train systématiquement de taper sur les démocrates pour faire plaisir à son propre camp. Ouais. Stéphane, il nous reste 20 secondes, j'en suis désolé. Vous avez le choix, Laetitia James, ou vous poursuivez sur ce qu'on discute là. Dans une part importante de l'opinion, aujourd'hui, ils savent que le président, le Sénat et la Chambre sont entre les mains des Républicains, que ceux qui ont les leviers. Donc se victimiser en accusant les démocrates, c'est pas quelque chose qui est gagnant aujourd'hui. Mais c'est vrai que cette victoire ou cette défaite sur le shutdown, elle est essentielle pour les élections à mi-mandat. Mais à ce stade, les sondages indiquent que c'est plutôt les démocrates qui gagnent cette résistance finalement. Pourquoi ? Parce que ça touche justement aux budgets sociaux, et les budgets sociaux, ça touche à la classe moyenne américaine, et donc ça touche aussi aux promesses qu'a fait Donald Trump et qu'il est en train de renier actuellement publiquement. Merci en tout cas tous les trois. J'aurais voulu vous montrer justement cette rencontre entre Donald Trump et Mark Carney, le Premier ministre canadien, qui s'est plutôt bien passé, même s'il y a eu une sorte de pseudo-dérapage de Donald Trump, notamment sur les personnes transsexuelles, alors que le fils, l'enfant de Mark Carney, l'est justement. Et puis il y a eu aussi cette visite du président finlandais, où Donald Trump a tout simplement dit « mais virez l'Espagne de l'OTAN, qu'est-ce que vous attendez ?» Mais ce serait
évidemment pour une autre émission. Merci à tous les trois. C'était un plaisir de vous avoir à nouveau sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous évidemment la semaine prochaine. Merci à Richard de Wulf à la préparation de cette émission. Puis je vous retrouve quant à moi dimanche 18h sur YouTube pour un nouvel épisode de Quel Monde, mon tout nouveau podcast. Cette semaine, je reviens avec un expert du conflit israélo-palestinien sur toutes ces dates clés pour confronter justement ce conflit israélo-palestinien. Excellente soirée sur LN24 et bon week-end.